54e anniversaire de notre armée nationale, le président de la République s'est adressé à la nation hier et a déposé une gerbe de fleurs aujourd'hui. Hommage à nos forces armées qui ont choisi de faire de leur vie un engagement pour la patrie. Nos pensées à tous ces soldats qui, par leur sacrifice, génération après génération, ont fait le Mali. Vaillants soldats, très bonne fête. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République a quitté Bamako ce matin pour la Suisse et l'Allemagne. À son départ, il a été salué par le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et le corps diplomatique. En Suisse, le chef de l'État prendra part au Forum mondial économique. Voilà donc le chef de l'État qui s'est envolé aujourd'hui même pour la Suisse et l'Allemagne. Le 54e anniversaire de la création de l'armée malienne, la journée a été marquée par une prise d'armes à Kati ce matin et présidée par le chef de l'État, occasion pour le chef suprême des armées de réaffirmer sa volonté de doter le pays d'un outil de défense moderne et efficace. La même cérémonie a servi de cadre pour décorer 18 militaires. Pour Ama Traoré, pour les détails. 10h10, le président de la République arrive à la place d'armes de Kati. Le chef de l'État est accueilli par le Premier ministre Modibo Keïta. Ensuite, le chef suprême des armées se dirige vers la stèle dédiée aux morts pour le Mali pour y déposer une gerbe de fleurs. Un geste de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la défense nationale. Après cet acte d'hommage, Ibrahim Boubacar Keïta passe en revue un détachement militaire. Cette année, pas de défilé compte tenu du contexte sécuritaire actuel du pays. C'est pourquoi l'événement est placé sous le signe du recueillement. Je crois que cela peut se comprendre aisément. Nous sommes dans la douleur. Vous avez vu les actions traîtresses qui ont été conduites à Nampala, à Tenkou, fort heureusement repoussées, mais qui ont laissé des victimes. Cela nous engage à aller encore plus fort et plus rapidement dans la réforme de l'armée nationale, dans la réforme de notre outil de défense. Outil de défense professionnel, efficace et moderne. C'est ce que souhaite bâtir les chefs suprêmes des armées, ce qui passe certainement par l'adoption rapide de la loi d'orientation et de programmation militaire. Voilà une loi, s'il est adopté, permettra à chaque année d'allouer de manière alors forte, de manière légale, de manière obligée, les fonds prévus aux forces armées de sécurité. En termes d'équipement, elle en a besoin. En termes de formation, en termes de conditions de vie, telles que les casernes. C'est les hommes qui se battent, qui meurent pour la patrie. L'équipement et l'amélioration des conditions de vie des forces armées et de sécurité demeurent donc une priorité. Et plus rien ne nous détournera de cet objectif, rappelle le chef de l'État. Je équiperai l'armée malienne. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je le ferai. J'ai été élu pour ça. Aucun bruit de fond ne m'arrêtera. Ce qui a été fait avec l'histoire des équipements militaires, aujourd'hui sur le terrain, on le voit. Chaque homme a reçu un pactage qui comprend des éléments qu'aucun soldat malien n'avait l'habitude d'avoir. C'est cela qui est important pour moi. Nous sommes quelque part en guerre. Ne pas comprendre cela, c'est desservir la patrie. Je ne la desservirai jamais. Je n'écouterai que mon devoir dans ce domaine-là et ferai ce que je dois faire pour le salut du Mali. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, personne, je dis bien personne, ne pourra m'arrêter ou m'incliner à baisser les bras par rapport à ça. Moi, je suis avec eux dans mon cœur et dans ma tête. Pour que je ferai tout pour que ces jeunes soldats-là, l'armée malienne, aient ce qu'il faut pour se battre contre des ennemis lourdement équipés, protégés, pourquoi pas eux. Un chef d'État n'est fort que par son armée. Un chef d'État n'est présent au monde que par son armée. C'est l'armée qui est son outil de décision politique.
L'armée malienne à laquelle le chef de l'État exprime toute sa reconnaissance et son soutien. Comme acte de reconnaissance, la décoration de 18 militaires. Les récipiendaires reçoivent respectivement la médaille de mérite militaire, celle des blessés et la médaille de sauvetage. Parmi les médaillés, Issa Diarra, mort dans le combat, est représenté ici par son fils Issa Diarra. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à le remercier particulièrement et lui assurer que les efforts de son père ne seront pas vains. Tout à fait, ce 20 janvier qui est une occasion pour le président de la République, chef suprême des armées, de s'adresser aux forces de défense auxquelles il a rendu hommage, tout en promettant de réunir les conditions pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. La synthèse du discours du chef de l'État avec Mohamed Kone. À l'entame de son discours, le président de la République a tenu d'abord à rendre hommage aux forces armées et de sécurité du Mali et à celles de la communauté internationale, en saluant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie en défendant l'unité du pays. Symbole de l'expression de l'indépendance et de la souveraineté nationale, l'armée, selon Ibrahim Boubacar Keïta, constitue l'instrument principal de la cohésion nationale, de garantie et de préservation de notre unité. L'armée malienne et la plupart des armées du monde ont besoin aujourd'hui de converger leurs efforts pour faire face au terrorisme de toutes sortes. C'est cette synergie d'action qui prévaut entre nos forces armées et leurs partenaires de Barkhane et de la MINUSMA. Le président de la République fait de la remise à niveau de l'armée malienne une priorité parmi les priorités. D'où l'entérinement le 5 janvier dernier de la loi de programmation militaire par le Conseil supérieur de la défense. Pour le chef suprême des armées, le contrat de fourniture d'équipements militaires qui a défrayé la chronique en 2014 n'avait d'autre but que le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense. Une autre priorité du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Privilégiant le dialogue, le président de la République dit jouer le rôle d'un chef de famille chargé de veiller à la concorde, à la quiétude et à l'unité nationale. Dans ce même esprit, il estime que le processus du dialogue intermalien d'Alger reste une opportunité à saisir pour renforcer davantage la réconciliation nationale. Les mines antipersonnelles et les attaques armées contre les soldats maliens et ceux de la MINUSMA ne sont que le fait de groupuscules opposés au dialogue. C'est la paix que j'ai promise, c'est à la paix que je travaille, a indiqué le chef suprême des armées, tout en appréciant l'engagement de l'ensemble de la société malienne dans les multiples rencontres dédiées à la question du Nord. Le dialogue intermalien aboutira, c'est la conviction du président Keïta, puisqu'il n'y a pas d'autre choix que la paix pour gagner le combat du Mali, le combat du développement. Dans son adresse, le président de la République a particulièrement insisté sur la réforme de l'armée. Il a aussi mis l'accent sur la coopération entre armées de différents pays pour neutraliser les groupes terroristes qui sévissent notamment dans le Sahel. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, plus que jamais, la plupart des armées du monde subissent, malgré elles, non seulement les impostures terroristes et djihadistes, mais aussi et surtout des différentes formes d'irrédentisme. Toutes choses qui ont fini par fragiliser notre outil traditionnel de défense. Dans un tel contexte, comme par l'effet d'une répétition historique inversée, depuis l'année 2013, le mois de janvier symbolise désormais la synergie d'action entre les militaires maliens et leurs frères d'armes des autres parties du monde. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de soldats d'occupation, mais de soldats de la libération. C'est ainsi que le 11 janvier 2013, le président Serval est intervenu aux côtés de l'armée malienne, qui se trouvait aux prises avec l'envahisseur terroriste et djihadiste. Tout récemment, en janvier 2015, c'est un jeune malien, Lassana Bathily, qui a sauvé des vies humaines en France. Simultanément, ou presque, les terroristes causaient de nombreux morts et la désolation en France. Tout cela vaut pour signaler la communauté du destin des armées et des nations face à la nouvelle menace transnationale. C'est pour précisément cela que nous avons, en votre nom, répondu avec honneur et je dois le dire fierté à l'invitation que le président Hollande nous a faite de nous trouver à ses côtés dans une marche mondiale
contre le terrorisme et pour la paix. Cette marche qui a réuni les chefs d'État et le gouvernement de plus de 50 États du monde a voulu signifier le refus collectif de subir l'intolérable, l'inadmissible, l'ignoble. Et cela était dû. Nous l'avons fait dans un esprit très clair, refus du terrorisme sous toutes ses formes, y compris quand l'on veut agresser, attenter à ce que chaque peuple a de plus profond, sa liberté de croyance, son attachement à sa foi. Et la nôtre est très claire. Nous sommes un pays d'islam. Nous chérissons notre religion, surtout notre prophète Mahomet, paix et salut sur lui, que nul n'en doute. Tirant les leçons de ces circonstances, j'ai instruit au gouvernement de ne ménager aucun effort pour la remise en niveau de nos forces armées et de sécurité. Dans un contexte d'intégration multinationale prenant dûment en compte la menace terroriste, le processus de réforme a ainsi été engagé avec pour moment clé la tenue le 5 janvier 2015 du Conseil national supérieur de défense. En effet, au cours de cette session, le Conseil a entériné la loi de programmation militaire. La mise en œuvre de cette dernière s'attellera à la modernisation de la gestion de la gouvernance de nos forces armées de sécurité. Et c'était l'occasion pour nous de constater qu'une meilleure gestion de nos ressources humaines serait dorénavant à l'œuvre. Ibrahim Boubacar Keïta, qui est aussi revenu sur l'importance du dialogue et surtout celui intermalien d'Alger, ce qui n'exclut pas, dit-il, l'autorité de l'État. Nous l'écoutons. La restauration de l'autorité de l'État s'inscrit en bonne place dans les priorités de mon gouvernement et de mon mandat. Toutefois, ici également, le dialogue reste un moyen privilégié et incontournable. Même si je mesure l'état d'esprit militaire à ce sujet, il s'agit bien évidemment d'un dialogue franc et constructif qui ne saurait en aucun cas mettre en cause la forme républicaine du Mali, ni son indivisibilité, encore moins sa laïcité. Je mesure l'amertume et les attentes des forces armées de sécurité par rapport au processus d'intégration à venir, suite au retour en son sein de certains acteurs jadis identifiés comme leurs adversaires sur le terrain. Je voulais dire à tous que je les comprends. Cependant, mon rôle est celui d'un chef de famille, chargé de veiller à la concorde, à la quiétude et à l'unité nationale. Mais par-dessus tout, je suis chef d'État. Je ne lui déroberai pas, je ne lui déroberai jamais. Car c'est pour cela que les Maliens, dans une très large majorité, ont porté leur choix sur ma modeste personne. J'assumerai. Le processus du dialogue intermalien qui se déroule en Alger reste une opportunité à saisir. Cet après-midi, la MINUSMA a été contrainte de recourir à la force en réponse à des tirs directs à l'arme lourde sur des casques bleus à Tabankor, situé à environ 200 km au nord de Gao. Cette action de la MINUSMA a été effectuée conformément à son mandat qui l'autorise à user de la force pour protéger les populations civiles, son personnel et ses biens en cas d'attaque ou de danger imminent. La MINUSMA souhaite indiquer qu'avant de réagir, elle a procédé à des tirs de sommation sur le véhicule d'où provenait l'attaque sur les troupes terrestres de la MINUSMA, positionnées en vue de protéger la population civile de Tabankor malgré ces sommations. Les tirs ont continué, les hélicoptères d'attaque de la MINUSMA ont alors réagi, mettant hors d'état de nuire le véhicule. C'est le 1er octobre 1960, 8 jours après la proclamation officielle de l'indépendance de la République du Mali, que notre armée a été créée sur les décombres de la Fédération du Mali. Genèse d'une aventure, celle de la grande muette de notre pays, avec Sori Ibrahim Keïta.
était parti de la divergence de vue entre Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor sur les statuts de la Fédération du Mali en 1959. À cette première discorde s'est greffée celle née du choix d'un chef d'état-major des armées de la Fédération. Les responsables politiques soudanais proposent le colonel Abdoulaye Soumaré, promu au grade de général. Le Sénégal opte pour le colonel Fall. Modibo Keïta aura le dessus. Le général Soumaré sera nommé, mais l'aventure de la fédération tournera court. La jeune fédération du Mali éclate dans la nuit du 18 au 19 août 1960. Sur les cendres chaudes d'une fédération qui voulait éviter la balkanisation de l'Afrique de l'Ouest, naît une armée qui se veut celle assumant à la fois développement socio-économique, sauvegarde de la paix et de la sécurité. Une armée qui fera sa mue pour devenir celle du peuple, une armée républicaine. Cela malgré un effectif cruellement réduit. Aujourd'hui, force est de constater que la Grande Muette a connu un parcours fait de haut et de bas. Son informatisation, sa professionnalisation via formation et coopération technique aiderait-elle à parachever sa mue face aux nouveaux défis qui se profilent à l'horizon? À l'armée, un janvier peut en rappeler un autre. La très courageuse décision de janvier 1961 qui a vu le dernier soldat français quitter notre sol et celle non moins courageuse de janvier 2013 qui a fait appel à la France dont Opération Serval extirpera le Mali des griffes des terroristes. Comme quoi l'histoire se répète souvent à l'envers. Mais comme la chaîne continue à se dérouler. Merci Sori Ibrahima Keïta. Depuis quelques mois donc et sous l'impulsion des autorités maliennes, des réflexions sont en cours en vue de réformer le secteur de la sécurité. Une nouvelle conception de la sécurité est désormais née. Il s'agit de la sécurité humaine. Dans la foulée, une vision de la sécurité devrait être dégagée avec un mécanisme de mise en œuvre accompagné d'une stratégie de mobilisation des ressources. Oumar Moussa Traoré. Les questions de sécurité sont au cœur de toute politique de développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité, tout comme il n'y a pas de sécurité sans développement. Les deux concepts sont intimement liés. Voilà qui a conduit récemment les autorités maliennes à une réorientation de stratégie dans la gestion des problèmes de sécurité. Cette réorientation est d'autant plus nécessaire que le Mali sort d'une crise sécuritaire sans précédent qui a menacé l'existence même de l'État. Dès lors, un nouveau concept de sécurité a fait son apparition au Mali. Il s'agit de celui de sécurité humaine. La notion de sécurité était vue dans le temps comme celle assurée par l'État, par les structures de l'État et au profit de l'État. Mais avec l'évolution des choses, on a compris que c'est une vision assez limitée parce que la sécurité va au-delà de la sécurité physique des personnes et de leurs biens. Il y a la sécurité économique, il y a la sécurité sanitaire, il y a la sécurité sociale en tant que telle. Et c'est pourquoi le concept a évolué pour aller maintenant vers la notion de sécurité humaine, qui prend en compte l'ensemble des aspects de la vie en société. La notion de sécurité a donc évolué vers une acception pluridisciplinaire. En outre, ce sont les acteurs du domaine qui ont aussi évolué à leur tour. Autrement dit, l'État n'est plus le seul pourvoyeur de sécurité. Chaque fois qu'on parlait de sécurité, on ne voit que les porteurs d'uniformes. Alors qu'actuellement, il faut que le citoyen lui-même soit impliqué dans la prise en charge de sa sécurité. Je prends le cas par exemple du système des Nations Unies. Lorsque vous êtes dans le système des Nations Unies, votre sécurité commence par vous-même. Ce sont les mesures que vous-même vous allez prendre pour vous sécuriser qui vont être renforcées par les mesures prises par le système. C'est la même chose au niveau d'un État. Il faut que le citoyen sache quel est son besoin de sécurité et qu'est-ce qui peut être fait pour prendre ce besoin de sécurité en charge. Et ensuite, il faudrait que nous prenions en compte
ce qui existe déjà chez nous, parce que dans notre pays, nous n'avons pas de force de défense et de sécurité dans toutes les localités. Et pourtant, la sécurité est assurée à ce niveau. Il y a les chefs de village, il y a les chefs coutumiers, il y a les imams. Tout le monde apporte une contribution. Alors, qu'est-ce qui peut être pris dans ces différentes contributions pour améliorer le système de sécurisation? Et ensuite, on vient de rentrer dans la décentralisation il y a quelques années. Nous allons vers la régionalisation. Donc il faut que les collectivités territoriales soient bien impliquées également dans la prise en charge de la sécurisation de leurs administrés. Mieux, le citoyen malien sera désormais au début et à la fin de la gestion du processus de sécurité. L'objectif étant de favoriser une prise en compte et une appropriation nationale de la question. In fine, une vision nationale de la sécurité est ainsi dégagée avec un mécanisme de mise en œuvre accompagné d'une stratégie de mobilisation des ressources au plan national et international. Pour conduire cette ambitieuse réforme, les pouvoirs publics ont créé depuis novembre 2013 le groupe pluridisciplinaire de réflexion sur la réforme du secteur de la sécurité. Il regroupe, en plus des structures publiques, la société civile et les partenaires multi- et bilatéraux. La réforme est aussi institutionnelle. Des propositions ont été faites au gouvernement. Et à l'issue de ces propositions, il a été décidé de créer un conseil national de réforme du secteur de la sécurité. Et ce conseil national, eu égard à l'importance même de la question, parce que le président de la République lui-même, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dans son intervention du 20 janvier 2014, a dit que notre vision, c'est la sécurité humaine, c'est-à-dire avec le citoyen au début, au centre et à la fin. Et c'est pourquoi il a été décidé que ce conseil national soit placé sous sa présidence à lui-même, avec le Premier ministre et l'ensemble des ministères concernés. Et ce niveau étant le niveau stratégique de réflexion et d'instruction, il a été également suggéré d'adjoindre à ce Conseil national une cellule de coordination qui sera en quelque sorte l'organe opérationnel du Conseil national pour prendre les instructions du Conseil national, les répercuter sur les différents départements et suivre leur exécution et ensuite faire remonter le résultat de ces travaux au Conseil national. L'objectif final est de favoriser la mise en place de solutions globales aux problèmes de sécurité avec une implication de nouveaux acteurs dans la gestion du secteur. Notre pays a depuis l'indépendance lié une forte coopération avec des États amis, une coopération qui permet aux militaires maliens et étrangers d'avoir des échanges dans des domaines stratégiques comme techniques pour la sécurité internationale. Mariam Sagara. Les forces armées maliennes, depuis des décennies, mènent des missions avec certains coopérants des pays amis, avec résidence à Bamako. Cette coopération est en général axée sur les formations, les exercices conjoints et des échanges de personnel d'appui. La coopération entre le Burkina Faso et le Mali sur le plan militaire est très bonne. Elle est une coopération dynamique qui date depuis fort longtemps et qui a été matérialisée en 2006 par un accord de coopération technique et militaire. La coopération, en tout cas, se passe très bien, des aspects relatifs aux échanges d'autorité lors des différentes grandes manifestations entre les différentes armées. Ces conseillers étrangers sont souvent en collaboration directe avec les états-majors et les cabinets de défense. La coopération militaire entre le Mali et le Sénégal est une coopération fraternelle qui s'exprime en termes de cadre de gestion et de suivi. Nous avons aussi dans le cadre de la coopération militaire des organes de contrôle, de lutte et de gestion de la sécurité. Cela s'exprime en termes de patrouille conjointe, échange de renseignements. Beaucoup d'entre eux appuient les FAMA en logistique et en équipement des dotations individuelles. Le génie militaire a toujours bénéficié de l'Allemagne des engins de grands travaux, des équipements de déminage, des formations d'ingénieurs et de techniciens, entre autres. Quant aux États-Unis, en plus de la coopération classique, la justice militaire est soutenue par les experts militaires américains. Dans le cadre de la coopération militaire entre le Mali et les États-Unis, il faut retenir que l'année dernière, il y a eu une conférence d'une semaine qui a tenté de développer un cadre stratégique dans le cadre de la justice militaire. Donc nous avons travaillé, nous ce que nous voulons c'est de travailler
sur la doctrine et la stratégie. Nous explorons les domaines de coopération mutuellement bénéfiques pour nos deux pays. Notamment, nous allons appuyer dans le domaine de la réforme militaire et la réforme de la justice. Parmi les pays africains, l'Algérie, le Niger, la Mauritanie, le Maroc, le Tchad, le Bénin, pour ne citer que ceux-ci, sont actifs aux côtés des femmes. Quant aux pays européens, ils travaillent aussi bien sur le terrain que dans l'administration militaire. À l'école de maintien de la paix, les Canadiens et d'autres nationalités s'activent pour la formation des officiers et des sous-officiers. Cette école créée par la France est dotée de partenaires de taille pour toute l'Afrique. La coopération militaire française est très présente au Mali. Cette coopération active embrasse tous les domaines au sein des forces armées, en témoigne l'opération Serval et Barkhane. L'opération Barkhane poursuit deux objectifs principaux. Le premier objectif vise à aider les pays de la bande sahélo-saharienne en les appuyant dans la lutte contre le terrorisme. Le deuxième, il s'agit de contribuer à empêcher justement ces mêmes terroristes à reconstituer les sanctuaires dans tout ou partie de la zone évoquée. L'opération Barkhane se démarque de l'opération Serval, qui était une opération complètement cinétique. L'opération Barkhane repose sur deux fondements principaux, le partenariat élargi, justement, avec les pays du G5 Sahel, et une réelle volonté de travailler sur l'aspect transfrontalier. Le partenariat élargi repose sur les actions menées pour la sauvegarde de la bande sahélo-saharienne dans le combat contre le terrorisme. Les relations Barkhane-Fama soutiennent le Mali entier dans la recherche de la sécurité régionale. Pour l'identification des femmes, les États-Unis jouent un grand rôle pour la stabilité des ressources humaines. Barkhane, comme toute force militaire en opération, conduit des actions civilo-militaires à son profit, mais Barkhane appuie également au Mali toute la partie appui au développement. Alors l'appui au développement, ça vient soutenir l'action des propositions locales, l'action des bailleurs de fonds internationaux, et ce n'est pas rien puisque cela représente en 2014 1 million d'euros sur une centaine de projets développés au Nord Mali. Beaucoup d'officiers et de sous-officiers maliens sont à l'extérieur du pays pour le renforcement de cette coopération. À l'occasion du 20 janvier, fête de l'Armée nationale, des messages de félicitations et de soutien à notre armée nous sont parvenus. Ils sont de l'ADEMA, du PARENA, de l'UMRDA, de l'ANCD, de la CMP, de la Sénas Faso-Here, du SMID, du PIDS, de YLMA. Tous saluent l'armée malienne en ces moments difficiles et appellent à la cohésion et à l'unité nationale. Le 20 janvier 1962, premier anniversaire de la création de notre armée, ce jour-là, un acte fort se déroule à Kati, base militaire créée en 1886 par le colonel de Trintignant, ce camp qui porte jusqu'ici le nom du colonel Gallieni, entre figures de la pénétration coloniale, est rebaptisé au cours d'une cérémonie présidée par Modibo Keïta. Il portera désormais le nom de Sundiata Keïta. Le commentaire de Lamine Tchekoura Koulibaly. Le discours du président Modibo Keïta, ce samedi 20 janvier 1962 à Kati, est aujourd'hui manifestement plus qu'un message, un appel d'outre-tombe à ses héritiers que nous sommes. Appel à surmonter triomphalement les défis qui assaillent notre patrimoine commun, vivant comme mort, c'est-à-dire le Grand Mali. Il y a des hommes qui peuvent trahir leur mission. Il y a des hommes qui peuvent trahir leur serment. Mais le Malien, de tout temps, a été même au service de la puissance coloniale et demeuré toujours fidèle à son engagement, toujours fidèle à son serment. Nous avons la chance, en République du Mali, d'avoir un peuple, quelle que soit l'ethnie ou la région où il s'est installé, nous avons la chance d'avoir un peuple qui a son passé. Et c'est justement en nous référant chaque fois à ce passé, fait de dignité, de gloire et d'honneur, que nous ne faillirons jamais à notre mission, parce que nous ne voudrons en aucun moment être en retrait dans la défense des libertés humaines et de la dignité de notre pays,
sur nos illustres aïeux. Et il serait souhaitable que chacun s'inspire des leçons de cette cérémonie pour s'atteler plus que jamais à la construction nationale dans le dévouement absolu, avec un désintéressement total. Évoquer le souvenir et le mérite des illustres disparus n'est pas forcément un aveu d'impuissance. Dans le contexte actuel du Mali, il doit être plutôt une source inépuisable de valeur, afin que les exemples des dévanciers servent de conduite dans les épreuves qui assaillent notre pays. En somme, un facteur de réarmement moral. Avant tout, ne dit-on pas chez nous que le passé ne vaut que dans la mesure où il peut servir le présent? Plutôt la mort que la honte. C'est ce que confirmait, involontairement peut-être, le chef de bataillon Kaye, commandant le détachement opérationnel du Bélédougou, lorsqu'il écrivait dans son rapport en date du 10 avril 1915, je cite, « Quelques instants plus tard, c'était pendant la prise de Nkoumi, quelques instants plus tard, on entendit une sourde explosion et une grande colonne de fumée jaillit de la maison du chef. Diossé Traoré venait de se donner la mort pour ne pas tomber vivant entre nos mains. Oui, plutôt la mort que la honte. Tel fut invariablement le leitmotiv des preux du Songoï, du Mandé, du Massina, du Karta, du Kénédougou, du Bélédougou, en un mot de partout dans ce pays aux incomparables traditions guerrières. Par la même occasion, ce samedi 20 janvier 1962 à Kati, des rues, places et monuments ont été débaptisés et rebaptisés à la gloire et à l'honneur de certains héros de la résistance coloniale, ainsi que de figures politiques de la décolonisation. Quel nom laisserons-nous à la postérité? Descendants de tels, sans en avoir le mérite? Voilà, très bonne fête à notre armée nationale. Nous sommes fiers d'elle d'ailleurs. Le Premier ministre Modibo Keïta a reçu cet après-midi en audience le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mungi Hamdi, de nationalité tunisienne, est arrivé hier soir à Bamako pour l'exercice de ses nouvelles fonctions. Il a partagé avec le Premier ministre son désir de travailler avec les autorités maliennes pour la résolution de la crise sécuritaire que le pays traverse. En retour, le Premier ministre Keïta lui a souhaité bonne chance pour ses nouvelles fonctions. À la primature toujours, le Mali et ses partenaires engagés dans le processus de paix viennent de se mettre d'accord sur les démarches à suivre pour le retour de la paix et de la stabilité. Ils ont également renouvelé leur appel au cessez-le-feu, appel lancé à l'endroit des auteurs des violences. C'était au cours d'une rencontre de haut niveau sur la sécurité dans le Nord. Ramata Konati. Suite aux récentes attaques perpétrées par des groupes armés sur les populations au nord du Mali, la nécessité de faire le point de la situation sécuritaire se faisait sentir. Après 1h30 d'échanges sans la presse, voilà ce qui ressort de cette rencontre de haut niveau sur la sécurité au Mali. Nous avons convenu d'un certain nombre de démarches auprès des belligérants pour les amener à respecter le cessez-le-feu. Et nous avons aussi pensé qu'il est important de relancer dans les meilleurs délais le processus d'Alger, parce qu'une certaine violence est en rapport avec cela. Les mouvements essaient de se positionner avant chaque session de négociation. Enfin, nous avons parlé de ce qu'il faut faire pour contrer la violence occasionnée par les groupes terroristes. Ça, c'est une action de longue haleine, mais qu'il faut commencer maintenant. Nous avons ébauché les stratégies, on va continuer la discussion. Le consensus à l'issue de la réunion est qu'un appel à la retenue doit être fait à l'égard de toutes les parties. Le plus important, c'est le cessez-le-feu, c'est la prévention des violences et donc le dialogue. Outre ces consensus, les diplomates ont renouvelé leur soutien au Mali pour la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, avec la montée du terrorisme sur le terrain, chacun doit faire aujourd'hui des choix.
si nous faisons le choix de la paix. Il est important que les Maliens, de toutes parts, se donnent la main pour pouvoir lutter contre des ennemis communs. Et la paix nous permettra justement d'identifier et d'isoler ces ennemis, qui sont essentiellement les terroristes et les narcotrafiquants. Et aujourd'hui, ce choix est devant nous. Le gouvernement du Mali a fait le choix clair de la paix, a fait le choix de respecter tous les engagements pris en matière de cessation des hostilités. Il est important que tout un chacun aille dans cette direction et la communauté internationale est déterminée aujourd'hui à ne pas laisser ce genre de situation perdurer, à ne pas mettre en cause l'investissement et toute l'énergie que la communauté internationale a accordée à notre pays dans le cadre de ce qui a commencé ici depuis 2 ans. Cette rencontre intervient au moment où on attend la reprise des pourparlers intermaliens d'Alger, pourparlers qui devra aboutir à la signature d'un accord de paix. Et parlant d'Alger, en attendant la reprise des négociations, le ministre Abdoulaye Diop a quitté Bamako ce soir même pour Alger, où il co-présidera avec son homologue algérien et en présence du ministre Hamadoun Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, les travaux de la 8e session du comité bilatéral stratégique Mali-Algérie. Restitution à Gao du projet d'accord de paix et de réconciliation. Le document issu des pourparlers intermaliens a fait l'objet d'une explication dans les langues locales au profit de la société civile et des mouvements armés de la plateforme de la 7e région. Daouda Zoumana Traoré. C'est dans un élan de partage d'expérience et de solidarité que les responsables de la plateforme des mouvements armés de Gao ont procédé à cette restitution du projet d'accord de paix et de réconciliation. Le contenu de ce projet d'accord, dont les grandes lignes traitent la politique et l'institutionnel, la défense et la sécurité, la justice et la réconciliation et enfin le développement économique, social et culturel, a été expliqué à la société civile. Les gens ont envie de beaucoup de choses. On sent qu'ils ont besoin du développement. À chaque étape de cette restitution, l'intérêt d'aller à une paix durable et définitive est au rendez-vous, même si les préoccupations demeurent le suivi. C'est un document qui, s'il est suivi à la lettre, vraiment il y a de l'espoir pour la cohésion sociale. La réserve, c'est que vraiment il faut qu'il y ait un suivi. À l'issue de cette journée de restitution, les différentes composantes de la société civile de Gao demandent le cessez-le-feu immédiat sur le terrain dans le but de faciliter les pourparlers d'Alger. Pour l'organisation de cette rencontre, la plateforme des mouvements armés de Gao, composée du CMFPR, du GATIA, du CPA et du MAA, a eu l'appui du Centre humanitaire pour le dialogue. Et ici, à Bamako, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, convie tous les chargés de communication des départements ministériels à une réunion de prise de contact le mercredi 21 janvier à partir de 14h dans la salle de conférence de son département à la cité administrative, bâtiment numéro 9, 3e étage. Avec une prévision de croissance économique d'environ 7,4%, l'UEMOA détient un des taux de croissance les plus importants du monde. Aujourd'hui, l'organisation peut s'atteler à ses chantiers prioritaires, à savoir l'application des politiques d'intégration, la recherche de l'investissement et le renforcement de la paix et de la sécurité. La 8e conférence des chefs d'État et de gouvernement de Cotonou planche justement sur ces questions. Envoyé spécial à Cotonou, Al-Husseini Touré. Le ministre des Finances du Niger, qui assure la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA, a mis l'accent notamment sur la nécessité d'assurer la libre circulation des personnes et des biens et des capitaux, le droit d'établissement dans l'espace et le respect de l'échéance de juin 2015 pour le passage au numérique. Dans le cadre de la mobilisation de ressources pour les projets de la 2e phase du PER, l'Union a organisé en septembre 2014 une conférence internationale des investisseurs à Dubaï sur le thème « Investir dans l'UEMOA ». Cette conférence, qui avait également pour but de faire connaître davantage notre espace à d'autres régions du monde et à d'autres investisseurs non traditionnels, a obtenu des résultats très encourageants. Sur les 17 projets intégrateurs présentés, 16 ont obtenu des financements pour un montant global
de 19 milliards de dollars des États-Unis. Le président en exercice de l'UEMOA, le béninois Boni Yayi, a appelé à la consolidation et à l'encouragement de l'investissement dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. Notre union continue, comme vous le savez, d'enregistrer des avancées significatives, notamment en ce qui concerne la stabilité financière et macroéconomique, la convergence économique, l'élargissement du marché commun, le développement des infrastructures et la mise en œuvre de politiques sectorielles. En effet, les performances économiques sont appréciables en dépit de la fragilité de la reprise de l'économie mondiale, avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à 7,8% en 2014 contre un taux de 5,9% en 2013, alors que le Fonds monétaire international prévoit que la croissance mondiale atteindrait en moyenne 3,3% en 2014. Le renforcement de la sécurité dans une sous-région exposée au terrorisme, le renforcement des mesures de santé pour éradiquer la maladie à virus Ebola sont entre autres mesures à envisager. Et à côté de nous, c'est le ministre de l'économie et des finances qui a représenté notre pays à la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Mamadou Igor Diarra a dressé un bilan positif de cette session et envisage un bel avenir pour cette institution communautaire. Il est au micro de Al-Husseini Touré. Le Mali a participé à cette importante rencontre en se réjouissant des résultats satisfaisants sur l'état de l'Union qui porte un taux de croissance économique à plus de 6% avec un taux d'inflation voisin de zéro et un endettement relativement limité. Notre pays figure parmi les meilleurs élèves de l'Union puisque nous avons un taux de croissance économique pour l'année 2014 de l'ordre de 5,8%. Cela permet de connaître une véritable croissance économique qui devrait bénéficier au plus grand nombre de nos populations. Maintenant, le sommet a connu un certain nombre d'événements forts qui nous ont permis de passer sous revue un certain nombre d'initiatives, notamment celles relatives au développement de l'énergie durable dans notre espace, mais également à la sécurité alimentaire, à la paix et à la sécurité dans notre zone. Naturellement, nous avons appris aussi avec satisfaction toutes les initiatives qui ont pu être prises dans le cadre du marché financier sous-régional, qui ont vu non seulement le marché s'animer davantage, puisque pratiquement 2,6 milliards d'injections de liquidités ont été effectuées, mais je dirais que les États sont venus aussi sur un marché pour pratiquement 3 000 milliards de francs CFA, cela pour satisfaire non seulement les besoins de fonctionnement de nos trésors, mais également, je dirais, un certain nombre de besoins d'investissement. Les chefs d'État de l'UEMOA ont salué les efforts qui sont entrepris par notre pays dans le cadre de la normalisation de la situation au nord et surtout ont vivement encouragé le processus qui est tenu à Alger. Mais ils se sont surtout réjouis de la fin de l'épidémie hémorragique à virus Ebola qui avait frappé à nos portes. Le président de l'Assemblée nationale a quitté Bamako hier soir pour Istanbul, en Turquie, où il prendra part à la 10e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, réunion qui se tient du 21 au 22 janvier 2015. L'ambassadeur de la République du Mali en République islamique de Mauritanie
a présenté ses lettres de créance au président mauritanien au cours de l'audience qui lui a été accordée. Mahamadou Diagouraga a transmis au président Ould Abdelaziz les salutations cordiales du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a également saisi l'occasion pour saluer l'engagement et surtout la contribution inestimable apportée par le président mauritanien dans la recherche d'une paix durable au Mali. Je ne suis pas un héros, je suis Lassana Bathily. Ces propos sont de notre compatriote naturalisé français cet après-midi. C'était au cours d'une cérémonie au ministère français de l'Intérieur en présence du Premier ministre Manuel Valls. Lassana Bathily, faut-il le rappeler, a permis de sauver ou a contribué à sauver récemment plusieurs otages français. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Ce soir, je suis très fier et très ému aussi. Je souhaite remercier chaleureusement tous qui m'ont fait confiance, qui m'ont soutenu depuis toujours. Je pense mes parents, ma famille en France et au Mali, dans le monde entier. Les gens me prennent comme un héros, mais moi je ne suis pas un héros. Pour moi, je suis Lassana, je resterai moi-même. Dans ma situation sera fait la même chose, parce que mon cœur a parlé, qui m'ont fait agir toujours là. Il n'y a pas de question de communauté, partenariat, telle ou telle religion. Hyper Cassière, tout le monde entier bien, beaucoup musulmans. Il y a même des directeurs musulmans, directeurs adjoints aussi qui sont musulmans. Les membres de la Commission des travaux publics, de l'habitat, des domaines et du transport de l'Assemblée nationale ont visité aujourd'hui à Sogoniko, Mali Technique System, appelé communément contrôle technique. La visite s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Abdrahman Omega. Au cours de cette visite de terrain, les membres de la Commission des travaux publics, de l'habitat, des domaines et du transport s'inquièrent des conditions de travail et de délivrance du certificat de contrôle technique. Cette visite fait suite, selon le président de la Commission, à un certain nombre de constats et d'informations reçues de la part de certains détenteurs de véhicules. C'est pour se rendre compte de cette évidence que cette sortie sur le terrain a été initiée. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de paroles se disent parce que les populations souffrent en réalité. Sinon souffraient parce que il y avait quand même plus de 500 mètres, j'ai bien constaté le vendredi passé. Donc les gens étaient là, jusqu'à 17h, la file était longue. Donc ça vraiment c'est un parcours de combattants. Améliorer les conditions de travail tout en facilitant l'accès du sésame aux citoyens maliens, telle est la volonté de la Commission des travaux publics, de l'habitat, du domaine et des transports. Cette visite s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. On demande une prestation de qualité. Je donne un simple exemple. Un véhicule qui fait 2 minutes de présence. Il est le 60e véhicule, il a 2 heures de temps à faire. Au mois de janvier, on a une affluence. Vous revenez au mois de février, mars, vous trouverez que cette capacité d'absorption des véhicules à contrôler, Mali Technique System fait plus de 700 véhicules. Après effectivement la vie des différentes installations, on a vu pour les véhicules simples 4 postes de travail pour Bamako. A priori, sans être grand spécialiste, je dirais que peut-être on pourrait augmenter ces postes de travail pour pouvoir avoir plus de célérité. Les membres de la commission ont, à l'issue de cette visite, promis de repasser dans les prochains jours pour circonscrire les difficultés relatives aux longues files d'attente afin de permettre aux usagers de gagner du temps et de vaquer à leurs occupations. L'association Direction des systèmes d'information et une douzaine d'organismes publics et privés viennent de signer la charte de bonne conduite sur les réseaux sociaux en entreprise. Cette charte devra permettre une bonne utilisation des réseaux sociaux dans un contexte professionnel. Moussa Fane. Il existe désormais la charte de bonne conduite sur les réseaux sociaux en entreprise. La signature de ce document a pour but de renforcer les compétences et de promouvoir les bonnes utilisations des réseaux sociaux dans les entreprises.
Une douzaine d'entreprises viennent d'apposer leur signature sur le document. Les réseaux sociaux sont assez intéressants mais peuvent présenter beaucoup de risques. Et également à partir du constat que sur les organisations qui ont eu des incidents graves sur les réseaux sociaux, on a dit il va falloir désormais mettre en place une charte de bonne conduite. Il s'agit d'un document indiquant la marche à suivre aux employés d'une entreprise donnée lors de leur utilisation des réseaux sociaux dans un contexte professionnel. En effet, toute entreprise utilisant les plateformes sociales se doit de s'assurer de la forme, de la bonne réputation en ligne. Ceci passe par les publications et réactions faites par ses collaborateurs. La charte de bonne conduite sur les réseaux sociaux devra donc permettre aux professionnels d'entreprise de travailler main dans la main dans le respect de l'éthique et de façon responsable. Les études et recherches dans le domaine de la santé de l'enfant vont se poursuivre cette année. Le Centre de recherche d'études et de documentation pour la survie de l'enfant, qui dispose de 24 chercheurs, propose un budget de 447 millions pour y contribuer. La 12e session ordinaire du conseil d'administration du CRIDOS a rappelé que l'étude suivie de la mortalité en temps réel du centre a été reconnue comme la mieux élaborée sur 4 pays par l'université américaine Johns Hopkins. Le compte-rendu de Moïse Traoré. Le CRIDOS est choisi parmi 3 pays francophones pour une étude sur la plateforme nationale d'évaluation NEP. L'objectif est le renforcement des capacités techniques pour l'évaluation des programmes de santé et de nutrition à grande échelle. Cette 12e session ordinaire du conseil d'administration du CRIDOS constate une exécution de 98,53% du budget 2014. Quant au budget prévisionnel 2015, il s'élève à 447 858 000 CFA, donc 357 858 000 francs CFA de l'État et une contribution de 90 millions de ressources propres. En perspective, le centre attend poursuivre les études de recherche relevant de sa compétence, particulièrement dans les domaines encore peu explorés, former ses ressources humaines, poursuivre la mise en œuvre de son projet d'établissement. La méthodologie utilisée et les suivis financiers de l'étude suivie de la mortalité en temps réel par le CRIDOS sont reconnus comme les meilleurs des pays impliqués. Il s'agit du Ghana, du Malawi et de l'Éthiopie. Il est louable de rappeler qu'en matière de collecte des données des décès néonataux et infantiles par les relais, seuls les résultats du Mali ont pu être validés lors de la 6e réunion de l'initiative catalytique tenue en octobre 2014 en Afrique du Sud, ce qui a valu à notre pays des félicitations nourries. Le CRIDOS, qui dispose de 24 chercheurs, souhaite le relèvement de son budget de recherche de 50 à 200 millions. Et sport, football, CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le groupe 2 est entré en lice aujourd'hui en première rencontre. La Côte d'Ivoire qui a fait un 1-1 face à la Guinée-Conakry. Le deuxième match de la soirée est celui du Mali, nos Aigles, contre le Cameroun, qui s'est également achevé par le nul, 1 but partout. Un match prometteur pour les Aigles qui n'étaient pas loin de gagner la rencontre. Le point des 2 matchs avec Aldjumatina. Les Aigles du Mali ont entamé la CAN 2015 par un match nul face au Cameroun, 1 but partout. Un score auquel les Aigles peuvent nourrir des regrets, puisque l'égalisation camerounaise est intervenue à la 83e minute, soit à 7 minutes de la fin du match par Oyongo qui hérite d'une passe dans le dos de la défense malienne. Un but inespéré qui permet aux Lions indomptables de revenir à la hauteur des Aigles du Mali qui avaient ouvert le score à la 70e minute, à la suite d'un coup franc magistralement tiré par Sédou Keita et repris victorieusement au second poteau par Sambou Yatabare. Dans les arrêts de jeu, les Aigles par l'entremise de Sambou Yatabare semblaient marquer le but de la victoire. Mais il n'a pas été validé pour Pochon d'Orgé. Le score restera ainsi à 1 but partout.
À défaut de la victoire, les Aigles restent toujours invaincus en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pour leur entrée en lice. Un peu plus tôt dans ce groupe D, la Guinée-Conakry en maillot blanc a raté depuis l'exploit face à la Côte d'Ivoire, désormais amenée par Yaya Touré après la retraite internationale de Didier Drogba. Pour sa toute première occasion en première mi-temps, le Sili national ne laisse pas échapper sa chance. Mohamed Yatara, un véritable renard de surface, ouvre le score pour la Guinée. Alors que jusque-là, les meilleures situations de but étaient en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. L'équipe de Côte d'Ivoire sous pression à l'entame de la deuxième mi-temps, car il faudra absolument égaliser, va subir un gros coup à la 57e minute. Son meilleur joueur de la partie, Gervinho, sera expulsé. Le Sili national en supériorité numérique ne parviendra pas à plier le match. C'est là au bonheur des éléphants qui trouveront les ressources mentales pour égaliser à la 71e minute par Sédou Doumbia. 1-1 score final. Dans ce groupe D, les 4 formations ont chacune un point. C'est mercredi au compte de la 10e journée dans la poule A. À 16h, la Guinée équatoriale sera face au Burkina Faso et le Gabon affronte le Congo à 19h. Voilà, le deuxième match des Aigles est prévu pour samedi et ce serait contre la Côte d'Ivoire. On dirait un 20 janvier presque arrosé par les Aigles, hommage donc à nos forces armées qui ont choisi de faire de leur vie un engagement pour le Mali. Nos pensées à tous ces soldats qui, par leur sacrifice, génération après génération, ont fait le Mali, vaillants soldats. Très bonne fête à vous. Bonsoir.